Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Slough-Forado. Deuxième escale, nous voilà à Paris, où je passe tout le mois de juin à m'engager aux côtés de l'antenne parisienne d'Alternativa, un mouvement citoyen qui œuvre pour le climat et la justice sociale. J'ai fait des magnifiques rencontres, mais je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'interroger des activistes de ce mouvement. Et ce n'est que partie remise, promis. J'ai par contre profité de mon séjour pour questionner Shinobi, un ami proche qui est aussi mon maître à penser sur les questions d'anarchisme et de pensée libertaire. L'épisode qui suit est un peu long, mais pour moi nécessaire afin d'appréhender cette pensée complexe, le projet sociétal qu'il y a derrière et la manière dont elle a influencé l'activisme de Shinobi. Petit point d'attention, même si cet épisode a la volonté d'expliquer le projet anarchiste et libertaire assez largement, cela reste l'expression d'une pensée qui n'engage que Shinobi. Je vous invite donc à découvrir cet épisode et vous faire votre propre opinion de l'anarchisme en lisant et en écoutant des auteurs et des penseurs du mouvement. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'avoir ce nouvel épisode spécial à nous, connu dans le milieu militant et activiste sous le nom du Shinobi. Salut Mathilde, merci déjà de venir recueillir mes pensées et mes discours sur les sujets qui nous importent. Merci beaucoup. Alors, Shinobi, je ne vais pas se je sais que tu as fait de nombreuses choses et que tu as fait et c'est fascinant, mais est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui tu étais? Alors salut, moi c'est Shinobi. J'ai 54 ans et depuis l'âge de 10 ans, j'ai déclaré que j'étais anarchiste. Et puis comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'opinion, je suis un imbécile, puisque je n'ai jamais changé d'opinion. Mais bon, la pensée s'est construite petit à petit. Je suis anarchiste, je suis franc-maçon au Grand Orient de France aussi. Et j'ai travaillé grande partie de ma vie dans tout ce qui avait trait à Internet, aux jeux vidéo et au numérique. Voilà. L'histoire de l'idée de ce podcast, c'est aussi parler de l'engagement et du lien entre l'engagement individuel et le collectif. Donc, ça fait partie de plein de mouvements, aussi de plein de pensées, de plein de mouvements collectifs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire de ton engagement? L'histoire de mon engagement. Je pense. Alors c'est toujours pareil, c'est avec le recul que j'ai maintenant. Mais je crois que l'idée de mon engagement, ça vient de l'idée de liberté. Mais liberté au sens des anciens. C'est-à-dire que moi je définis la liberté au sens des modernes, qui est la liberté des libéraux, à savoir se libérer des contraintes de la vie. Et donc ça amène, ça renforce la notion de propriété privée, ça renforce la notion d'individualisme, parce que là on est vraiment sur une idée de la liberté individuelle. En opposition à ça, tu as les libertés des anciens, qui est la notion de liberté qui est contenue dans le projet libertaire, dans le projet anarchiste. Et là, l'idée, c'est la liberté comme autonomie, et l'autonomie comme projet collectif. Donc, à partir de là, ça dit un peu tout. Dire donc l'autonomie, bien évidemment, quand on parle d'autonomie, on se dit voilà, on est capable de vivre tout seul dans la forêt. Non, c'est surtout être capable de subvenir, d'avoir les outils, les connaissances pour subvenir à ses besoins, ses besoins naturels, ses besoins de lien social, etc. Mais avec cette conscience que déjà on est un animal social, on n'est pas capable de tout faire nous-mêmes. Donc du coup, c'est dans l'entraide qu'on va pouvoir trouver l'autonomie. C'est un peu les liens qui libèrent, quoi, tu vois. Donc c'est tisser des liens avec d'autres, être dans l'entraide, ce qui va permettre. Et parce que nous, on a fait un chemin vers l'autonomie, on va pouvoir aider avec ce qu'on a découvert, ce qu'on a acquis en termes de savoir-faire, d'expérience. On va pouvoir aider aussi les autres qui en ont besoin, et aussi d'autres gens vont pouvoir nous aider parce qu'on n'est pas capable de tout faire nous-mêmes, quoi. Donc c'est un petit peu les fondements de mon engagement, et c'est quelque chose qui se retrouve dans tout ce que j'ai pu faire après, quoi. Donc déjà, je ne t'ai pas demandé de me redéfinir l'anarchisme, mais j'aimerais bien que tu me dises c'est quoi pour toi l'anarchisme, quelle vision tu fais du mouvement et puis
Alors, déjà, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de définitions d'anarchie qu'il y a d'anarchistes. Mais on pourrait dire que c'est un petit peu l'ordre sans le pouvoir. D'accord. La première action politique d'un anarchiste, c'était de lutter contre l'apparition du pouvoir. Donc c'est vraiment ça. Et c'est un projet collectif. Donc ça, je reviens à ce que je disais au début sur la liberté comme autonomie, comme l'autonomie comme projet collectif. Voilà. Hein, je pense que ça, c'est vraiment les fondements de la pensée libertaire. Donc ensuite, il y a Malatesta qui disait l'idée, ce n'est pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, mais l'idée, c'est de chaque jour marcher sur le chemin de l'anarchie. Donc en fait, c'est pas un idéal, contrairement à ce qu'on a tendance à présenter, mais c'est un certain nombre de principes, effectivement, basés sur l'autonomie comme projet collectif, sur l'ordre sans le pouvoir, et, euh, et c'est un chemin qu'on emprunte, et puis qui peut bifurquer à certains moments. Il y a un principe fondamental dans l'action anarchiste, dans la pensée anarchiste, c'est d'accepter la diversité des tactiques. Donc ce qui veut dire que il y a pas un dogme. Hein. On est vraiment sur un truc adogmatique. Il n'y a pas un catéchisme de l'anarchisme. Alors effectivement, dans l'histoire, il y a eu des bifurcations qui n'ont pas été terribles, quoi. Je veux dire, principalement la propagande par le fait. Il y a fin du 19e, début du 20e, qui a pas qui a pas été très efficace et qui a donné des armes à nos adversaires pour définir l'anarchie comme étant le bordel, le chaos, la violence, etc. Bon, c'est un épisode très très court en fait, hein, cet épisode très violent d'anarchie. Mais et puis comme un des modes d'action de l'anarchie, c'est l'action directe. C'est vraiment ici et maintenant. C'est d'ailleurs un des principes fondamentaux de l'anarchie, ici et maintenant. C'est pas encore une fois un marcher chaque jour sur le chemin de l'anarchie. Et l'action directe, c'est ça, c'est de se dire voilà, on est un groupe de gens là ici localement, et puis on va agir vraiment. C'est-à-dire on va pas juste réfléchir, parler entre nous, mais à un moment donné on va faire les choses. Euh, pas pour imposer un modèle global, mais pour que ici et maintenant, c'est-à-dire localement, dans le temps présent, on fasse avancer les choses. Qu'est-ce que ça donnera après? On ne sait pas. C'est pas l'idée. Encore une fois, on a marché sur ce chemin-là. D'abord, le premier truc, c'est pourquoi à 10 ans, je déclare je suis anarchiste. Un peu comme Proudhon l'avait fait à l'époque, même si je suis pas très fan de Proudhon, mais c'est une autre histoire. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment résolu. Pourquoi à ce moment-là je me déclare anarchiste? Mais j'ai toujours eu déjà un grand problème avec le pouvoir coercitif, avec l'autorité en tant que pouvoir coercitif. C'est quelque chose qui m'a toujours gêné. Même avant ça, moi je viens d'une famille qui est, côté de ma mère, c'est des intégristes catholiques, fascistes. Voilà. J'aime bien les définir comme ça parce qu'en fait la plupart sont comme ça. Côté de mon père, c'est plutôt la gauche chrétienne. Donc de toute façon, la religion était assez présente au début, et c'est quelque chose qui m'a très vite révolté pour un certain nombre d'épisodes que j'ai eu quand j'étais gamin. Et ça d'un côté, donc un problème avec l'autorité. Puis après, bon, c'est l'éducation, c'est aussi le résultat de mon éducation. Et puis moi, j'ai des parents qui sont très engagés politiquement euh, euh, au Parti socialiste. Quand le Parti socialiste portait un projet socialiste, hein, donc il y a longtemps, avant 83 en tout cas. Donc des militants qui collent des affiches. Ma mère a été élue dans l'opposition dans sa municipalité pendant 25 ans, donc ça a toujours été...
elle faisait elle faisait un petit magazine que j'allais distribuer dans les boîtes aux lettres. Il y avait beaucoup de débats politiques à la maison avec des amis de mes parents qui étaient aussi des militants. Donc déjà, baigné très vite dans le militantisme à l'époque de gauche, quoi. Et à travers ça, il y a un certain nombre de choses qui me parlent. Et puis, je pense que dans ces discours, je découvre qu'il y a aussi une autre forme de cette pensée de gauche qui est plus radicale au sens, hein, des racines, hein, qui est l'anarchie, et qui en plus a ce côté, non, l'autorité, non. On n'en veut pas. L'autorité au sens du pouvoir, hein, pas l'autorité dans le sens de la référence. Donc ça part de là. Et ensuite, effectivement, moi j'ai d'abord été dans mon adolescence dans des groupes de gens, c'était surtout à travers la musique. Moi j'étais un hard rocker, quoi, donc j'avais des groupes de musique, etc. Et ce genre de pensée était bien ancré. Donc c'est là que j'ai commencé petit à petit à construire cette pensée-là, hein, à me la construire moi-même. Et puis après vient, je pense qu'après vient déjà bon, il y a une période où vraiment j'étais assez actif comme hacker aussi, et là aussi tu discutes avec des gens qui sont plutôt alors c'est un peu particulier, tu peux discuter avec des gens qui sont plutôt dans cette pensée-là, mais aussi des gens où tu as l'impression qu'ils sont dans cette pensée-là, mais en fait tu t'aperçois plus tard que c'est des libertariens, donc que c'est des gens de droite très individualistes, etc. Donc bon, mais la différence tu l'as fait beaucoup plus tard. Puis après vient le temps de l'université, où là je côtoie d'un côté je fais des maths, de l'autre côté je fais de la psycho, puis je côtoie aussi des gens qui font de la socio, de l'anthropologie, de l'histoire, etc. Donc bon, là je découvre des auteurs, je découvre tous les idéaux auxquels je crois, je les remets en question, je les renforce. Je découvre des auteurs comme Pierre Clastre. Alors ça m'a beaucoup marqué. Entre autres, c'est les deux livres qui ont le plus marqué chez lui, ça a été Archéologie de la violence et La société contre l'État. Et là où effectivement il décrit des sociétés qui arrivent à faire fonctionner ce projet libertaire en bonne partie. Après, je découvre des gens qui sont des gens comme Hakim Bey, qui a écrit entre autres son manifeste sur l'utopie pirate et les zones d'autonomie temporaire. Donc ça aussi, ça c'est complètement, ça imprègne complètement le milieu hacker à ce moment-là. Voilà, il y a une première construction comme ça, et sans vraiment d'engagement dans des actions, sauf l'engagement politique qui est toujours là. Parce que mes premières manifestations, j'étais au collège, et puis je me souviens avoir balancé des œufs sur Jean-Marie Le Pen, donc il y avait aussi un engagement antifasciste très fort, quoi, dès le départ, qui est toujours resté. Et puis ça a été aussi très vite, quand je me suis mis à travailler, à monter des studios de jeux vidéo, je travaille dans le jeu vidéo. Ça a été aussi, j'ai réalisé que le projet libertaire, on pouvait aussi l'amener petit à petit sur le lieu de travail. C'était un endroit qui était important dans l'organisation de la société, parce que généralement dans la manière dont sont organisées les entreprises, en tout cas en France, c'est l'aspect démocratie, etc., n'existe plus à cet endroit-là. Et donc du coup c'est un endroit qui donne une bonne opportunité un peu d'aller mettre le bordel et d'aller glisser des principes de la pensée libertaire. Et puis après il y a des engagements. À un moment donné, je me dis tiens, et si on allait faire un peu de l'entrisme, pas du tout trotskiste, mais bon, et où je me suis dit tiens, on va essayer aussi d'aller miner un petit peu les fondements du Parti socialiste, par exemple. Je m'étais bien rendu compte que qu'ils étaient sortis complètement d'un quelconque projet socialiste, et donc aller voir si on n'allait pas pouvoir reconstruire le Parti socialiste. Ça n'a pas marché, parce que c'est quand même un truc très solide en termes de libéralisme de droite. Donc voilà, c'était peine perdue.
Ouf. Ce nouveau parti socialiste, je pense qu'il était comme ça dès le départ en fait. En fait, ça a été une opportunité assez marrante. J'avais monté un studio qui travaillait dans le serious gaming et les mondes virtuels, etc. Et en fait, on a fait la campagne présidentielle de Ségolène Royal dans Second Life, donc c'était très drôle. À l'époque, le projet que portait Ségolène Royal avec son mouvement Désir d'avenir avait un certain nombre de points qui étaient intéressants d'un point de vue justement du point de vue du projet anarchiste, du projet libertaire. Donc il y avait une notion de ce qu'on appelait à l'époque la démocratie participative, mais quand je la voyais faire en vrai dans les MJC, dans les bars, dans des salles qu'elle réservait, où oui, c'était vraiment ça, c'était vraiment elle donnait la parole aux gens. Elle était juste là pour faire circuler la parole, en fait, hein, pas tellement pour aller imposer ses idées. Donc je dis, tiens, oui, ça peut valoir le coup. Et comme il y avait cette opportunité qui venait, qui commerciale, en fait, hein, puisque le, un des associés que j'avais avait des contacts avec ce milieu-là et il nous avait proposé de faire cette campagne. Donc je dis, tiens, voilà, c'est une opportunité. Et donc du coup, j'ai pris ma carte au Parti Socialiste à ce moment-là. Et, et avec un certain nombre de camarades plutôt anarchistes, on s'est dit très bien, on va aller reconstruire le Parti Socialiste. Une fois, on s'est pointé au siège du Parti Socialiste avec des casques de chantier, avec et des barrières, et ça. Bonjour, on est les ouvriers qui venaient reconstruire le Parti Socialiste. Bon, on s'est fait foutre dehors, hein, c'était un peu normal. Et puis et je me suis aperçu à quel point c'était peine perdue quand je suis allé dans les premières réunions de quartier ici à Paris, dans l'est de Paris, et où c'était en fait c'était atroce, quoi. C'était des gens que je me suis aperçu, c'était des gens qui étaient là entre petits bourgeois, qui étaient dans le paternalisme, qui étaient racistes généralement, souvent, quoi. Et c'était effrayant. Et c'était dommage en plus que autour de la table, il y avait plein de gens qui étaient des petits entrepreneurs, des artisans, et qui se disaient, tiens, il y a peut-être quelque chose dans le projet socialiste, dans le projet du Parti Socialiste qui peut être intéressant. Et tous sont partis très vite parce qu'ils se sont aperçus que c'était n'importe quoi. C'était en fait des gens de droite libérale. Donc, au revoir. Mais avant ça, il y avait d'autres engagements, plus dans une bonne tradition hacker. Je veux dire, il y a eu le sous-commandant Marcos qui commence à faire sa révolution zapatiste, et là, on lui file le coup de main avec un certain nombre de camarades pour l'aider à mettre en place la communication numérique pour porter son projet un peu à l'international. Donc du coup on a un peu participé à la révolution zapatiste, hein, au Chiapas, dans ce sens-là. Bon, il y en avait qui avaient une participation bien plus engagée que nous, hein, ça c'est clair, mais bon, là aussi c'était intéressant le projet zapatiste, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment moyen de mettre en place quelque chose de très similaire à ce que décrivaient Murray Bookchin et Janet Biel, à savoir le municipalisme libertaire. Et c'est un peu la manière dont ils sont organisés, c'est-à-dire avec organisés autour de la commune, et puis une sorte de confédération de communes. Au sein de la commune, il y a l'assemblée des citoyens qui palabrent un peu en permanence, hein, pour prendre des décisions, pour appliquer les décisions. Et puis quand il faut faire des choses au niveau régional, donc intercommunal, on va dire, ils vont faire une élection sans candidat pour désigner pour 3 jours 2 représentants qui vont aller 3 jours porter la parole de la commune au niveau de la région, puis qui vont revenir au bout de 3 jours si le truc est pas fini, puis il y en a 2 autres qui vont partir. Et finalement ça fonctionne bien, puisque même s'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec le gouvernement fédéral des États-Unis du Mexique, ils ont fini par obtenir un petit peu leur autonomie. Le gouvernement fédéral leur fout la paix, et puis ça fonctionne plutôt bien depuis. Et c'est un bon exemple de municipalisme libertaire qui fonctionne, en fait. Le municipalisme libertaire qui a un moyen de pouvoir mettre en place le projet de l'écologie sociale. Donc s'occuper un peu l'harmonie de l'être humain et de la nature, et
et un système plutôt égalitaire entre les gens, quoi. Une définition du. Je pense que l'idée, c'est déjà d'aller lire les bouquins les bouquins de Murray Bookchin et de Janet Biel. C'est déjà un premier pas pour que chacun s'en fasse sa définition, en fait, puisque l'idée du municipalisme libertaire, c'est exactement ce qui a été mis en place au Chiapas. C'est un petit peu aussi, c'est un peu inspiré aussi de la Commune de Paris. C'est qu'en fait, et c'est aussi quelque chose qui est montré qui est un peu montré par Pierre Clastre quand il va étudier des populations en Amérique du Sud et en Mésoamérique. C'est-à-dire que ce type d'organisation et qui est contre l'État, hein, la seule justification de l'État étant la gestion des surplus, encore une fois, donc une organisation où on produit ce dont on a besoin pour subvenir à ses besoins, où on est dans l'échange. Euh, on n'a pas de pouvoir, il y a pas de pouvoir qui s'instaure, on lutte contre l'apparition du pouvoir, on est dans la construction du consensus. Le consensus, c'est un truc qui est très fort, mais compliqué à réaliser. Donc voilà, on est dans la discussion, etc. Et puis on n'est pas. C'est toujours l'histoire de, de profiter de la vie aussi, hein. C'est-à-dire on n'est pas obligé de travailler tout le temps, on a juste besoin de pouvoir cultiver un peu la terre pour bouffer, de construire quelques trucs parce que c'est sympa, de faire de la musique avec ses potes, etc., hein. Il faut se souvenir quand même que si on prend l'exemple des Indiens des Hautes Plaines, enfin ce qu'on appelle les Indiens des Hautes Plaines, donc dans le nord de la Mésoamérique, c'est-à-dire Texas, tous ces trucs-là, à l'époque c'était encore le Mexique. Ces gens-là, globalement, ils bossaient 4 heures par jour, ça suffisait, tu vois, aller couper du bois, aller chasser, aller cueillir un peu des trucs. Voilà, c'est en termes de travail, c'était à peu près tout ce qui est. Le reste du temps, voilà, on chante, on passe du temps avec sa famille, ses amis, on élève les enfants du village, on contemple aussi, c'est très important de rien faire de temps en temps. Et donc ça, ce genre de mode de vie, d'organisation sociale, ça, c'est possible de le faire, mais pas mais pas avec des groupes constitués énormes. D'où l'idée du municipalisme libertaire de se dire, écoute, un groupe constitué de quelques centaines ou quelques milliers de personnes, là on peut construire quelque chose comme ça. On est dans une échelle où on peut réunir une assemblée pour discuter. Et ensuite, on va avoir des échanges avec les autres groupes constitués comme ça, d'où l'idée un peu de confédération de communes, et ce qui s'est mis en place au Chiapas. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et donc du coup, comme on est à ces échelles-là, on peut arrêter de penser de surproduire, mais juste de produire ce dont on a besoin, et donc du coup de mettre en place quelque chose qui est vraiment en harmonie avec la nature, et donc où les principes de l'écologie sont respectés, on casse pas tout, et on ne prend pas plus que ce que la nature peut renouveler. On respecte les cycles. On respecte les cycles de la nature, des saisons. On fait partie de la nature, en fait. On est de la nature, hein. Même s'il y a un aspect altérité de la nature sauvage, bien sûr, mais quand même, on en fait partie. Donc voilà, c'est ces principes-là qui sous-tendent le municipalisme libertaire et qui permet justement de mettre en place une écologie sociale. Écologie, voilà, je viens de le dire, c'est l'aspect harmonie avec la nature, respecter les cycles et qui existent, à savoir les observer, etc. Puis social, parce que voilà, on a un groupe humain où prime l'égalité entre les gens, qui est pas de notion de genre, de quoi que ce soit, de race et autres débilités de ce genre, quoi. Et on est capable de s'organiser à plus grande échelle parce que on va pouvoir aller discuter avec d'autres groupes similaires et puis éventuellement mettre en place des projets communs. Mais voilà, il y a une sorte de petite hiérarchie de la prise de décision, toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir. Et si le pouvoir apparaît, on lutte pour qu'il disparaisse. Il y a la notion, comme ça Pierre Clastre définissait la notion de chefferie sous surveillance.
dans les populations qu'il avait étudiées, qu'il avait observées. Et l'idée, c'est qu'il y ait une personne, le chef, donc une personne qui, par son prestige, va être la voix du groupe. Mais c'est tout, hein. Il est juste la voix du groupe. Donc ce qui permet, ça lui permet de raconter des histoires, et puis ça lui permet aussi de porter la voix du groupe vers les autres groupes. Et cette personne, quand son goût du prestige, donc à savoir un truc un peu cling-cling, machin, c'est classe, on le reconnaît pour son prestige, dès que ça se transforme en goût du pouvoir, bon ben on le supprime. Donc il y a plusieurs moyens de supprimer les gens. On peut les supprimer physiquement, ce qui est assez festif souvent. On peut tout bêtement les bannir aussi, c'est ce qui est une pratique assez courante parce que bon, c'est assez, on va dire, c'est des méchants. Ouais, on est des méchants de toute façon. Il faut réaliser ça. Mais parfois, simplement, ça veut dire que quand quelqu'un est dans un truc où il est plus compatible avec les autres, l'idée n'est pas de le punir. Encore une fois, c'est aussi dans la pensée anarchiste, la notion de justice, c'est une notion de justice en tant que réparation, hein, et pas en tant que punition ou de rédemption, c'est encore pire, c'est la rédemption. Bref, Jésus sur la croix et tout ça. Et donc du coup, parfois c'est carrément bannir la personne parce que voilà, bon ça va réparer quelque part dans le sens où il est plus là pour foutre le bordel, et puis bon, plutôt d'être très violent avec lui et de le couper en morceaux et de le manger ensuite, je plaisante bien sûr, on le fout dehors du groupe en disant va trouver d'autres gens. Voilà, c'est ces principes qu'il y a ces principes de base qu'il y a dans le municipalisme libertaire. Puis bon, bien sûr, c'est beaucoup plus développé dans les bouquins de Murray Bookchin et de Janet Biel, mais je vous invite à les lire. Alors, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr Kropotkin, hein, Piotr Kropotkin, qui était russe et qui a écrit dans les deux bouquins, enfin il a écrit pas mal de trucs, mais les deux bouquins qui m'ont le plus marqué, ça a été L'Entraide et La conquête du pain. Donc où là, il est dans une pensée vraiment, on va dire, ancrée un peu dans la réalité de la paysannerie à l'époque, puisque lui, il est d'une famille plutôt seigneuriale, avec des parents qui ont à leur service des paysans, hein, plutôt, on est à la limite du servage encore à l'époque en Russie, et, euh, et donc il va un peu, ça fait un peu le choquer, et il va commencer à réfléchir, à écrire là-dessus, et s'apercevoir que finalement, ce qui est important, c'est pas la compétition, la loi de la jungle, c'est pas la loi du plus fort, mais que les gens s'entraident, se serrent les coudes, et que c'est ça qui fait, c'est l'entraide, la société de l'entraide qui construit une société qui est puissante et résistante, hein, qui est la résilience, elle est là-dedans, et que le bonheur des gens, il se trouve dans l'entraide en fait. Voilà. Et puis la partie conquête du pain, bon, ça c'est un truc qui est beaucoup plus dans l'action politique et où il donne quelques fondamentaux un petit peu sur le principe voilà, de l'autonomie comme projet collectif. C'est très dans la conquête du pain, on retrouve pas mal ça. Donc Kropotkin, c'est vraiment ça, c'est une référence pour moi qui est super importante. T'as bien sûr Élisée Reclus, qui était un géographe français, qui était anarchiste, qui était aussi franc-maçon, qui était un gars assez radical pour le coup, qui était un gars, pour le coup c'était plutôt un féministe aussi, hein. Élisée Reclus, c'est un des gars qui a un peu initié très tôt, alors c'est aussi un bouffeur de curé, donc il a initié très tôt le fait que le Grand Orient de France essaye d'aller, et le Grand Orient de Belgique aussi aille vers la mixité, donc accepter d'initier, d'affilier des femmes, donc des sœurs. Oui, c'est le Grand Orient de France, c'est la plus grosse obédience franc-maçonne en France. On pourrait faire tout un épisode. On pourra faire tout un épisode dessus si tu veux, mais
Et c'est un de ceux qui a milité en fait au sein de ces obédiences pour que les sœurs soient initiées dans ces obédiences et, euh, et affiliées si elles venaient d'autres obédiences. Et qui a aussi, c'est une des personnes qui a œuvré pour mettre en place la laïcité. Donc c'est un gars bien. Voilà. Euh, dans une certaine mesure, Bakounine aussi, Bakounine plus pour son opposition à Marx. C'est l'opposition entre Marx et Bakounine lors de la Première Internationale. Ils étaient tous les deux d'accord hein, sur le projet socialiste, en fait. Mais euh, Bakounine disait le projet de la révolution communiste c'est sympathique pour y aller, sauf que ça passe par une dictature du prolétariat et tout prolétariat que ce soit, ça reste une dictature. Donc c'était la vraie rupture entre Marx et Bakounine qui était là-dessus. Donc voilà, c'est plus pour de l'histoire politique que je trouve Bakounine intéressant. Et sinon, il y a des gens comme Malatesta aussi, anarchiste italien, qui a écrit c'est plus un article qu'un bouquin, parce que c'est très court, un texte assez court qui s'appelle L'anarchie, et que je trouve que j'invite les gens à lire parce que ça, c'est très curieusement euh, très d'actualité en fait. C'est-à-dire que c'est assez peu ancré dans l'actualité du moment où il l'écrit. En fait, je trouve que c'est assez universel. Et c'est lui c'est lui qui disait, hein, je l'avais dit tout à l'heure, l'idée n'est pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, mais de chaque jour marcher sur le chemin de l'anarchie. Donc il a bien défini en quoi c'était vraiment une démarche euh, et une démarche qui aboutirait à la fraternité universelle en fait. Hein. C'est un peu ça l'idée, c'est aussi le projet franc-maçon, hein, il faut le dire, même si beaucoup de francs-maçons ont du mal avec la pensée libertaire, alors que beaucoup de penseurs libertaires étaient francs-maçons, c'est ça qui est amusant. Et je le vois aujourd'hui au Grand Orient de France où il y a il y a pas mal de frangins et de frangines qui sont des anarchistes, mais il y en a beaucoup aussi qui sont devenus macronistes. Donc voilà, donc mais c'est bien, parce que ça permet d'avoir du débat intéressant, quoi. Sinon, bon, je citais Pierre Clastre aussi, qui est c'est lui qui a posé les bases de l'anthropologie politique. Ça, c'est un auteur assez remarquable qui travaillait avec Claude Lévi-Strauss aussi, hein, mais lui regardait l'anthropologie par le biais il observait le pouvoir, son organisation et son apparition, etc., et son rôle dans la société, alors que Claude Lévi-Strauss lui regardait plutôt sur la structure familiale, donc les mythes, les rites de passage, etc. Donc effectivement, il regardait le même objet sous des angles de vue différents. C'est pour ça qu'il arrive à des conclusions différentes, bien évidemment, mais les deux sont intéressants à prendre en compte, quoi. Alors, on se souvient plus de Claude Lévi-Strauss parce que Claude Lévi-Strauss, il a vécu très longtemps et il a été actif dans le milieu universitaire jusqu'au bout, alors qu'hélas, Pierre Clastre est mort assez jeune, au milieu des années 70 d'un accident de voiture. Donc du coup, son œuvre a moins marqué, hein, mais voilà. Donc voilà pour les auteurs qui moi m'ont marqué. Il y a des gens comme Akimbe qui m'a marqué, même si c'est Akimbe, il est souvent critiqué entre autres par Murray Bookchin qui ne peut pas encadrer Akimbe, mais c'est parce que de mon point de vue, Akimbe il était dans une démarche artistique en fait, donc c'est un peu le punk à chien des penseurs anarchistes, quoi. Et donc parfois il a des dérives où effectivement ce qu'il raconte c'est totalement critiquable, parfois ça peut même glisser un peu vers des trucs un peu libertariens, mais il y a plein de trucs vachement intéressants dedans, donc il faut le lire, mais vraiment avec le recul nécessaire pour pas juste prendre ça comme un dogme. Non, ouais, il raconte des histoires, il fait des paraboles sur l'utopie pirate qui reposent sur des choses qui sont pas forcément réelles, hein, bien évidemment, mais il y a des choses intéressantes, et entre autres les trucs sur les zones d'autonomie temporaire sont assez marrants. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très critiqué, qui est très critiquable, mais qui est intéressant de lire. Ok, donc tu as parlé plusieurs fois en fait du mouvement libertarien en opposition avec le défini libertaire. Est-ce que tu pourrais me donner une définition en fait, Alors le mouvement libertarien, alors déjà ce qui est important de comprendre, c'est que en français on dit libertarien,
c'est une sorte d'anglicisme. Et c'est mal compris dans le monde anglo-saxon parce que libertarian, c'est libertaire en grand breton. Mais ce que nous, on appelle le mouvement libertarien, c'est des gens en fait qui sont des ultra-libéraux euh, et qui refusent l'existence de l'État pour pouvoir, leur intérêt individuel. Alors effectivement, quand on dit anarchiste, c'est refus de l'État. En fait, non, c'est refus des règles et d'autorité. Hein. Mais eux refusent l'État, donc c'est vraiment l'extrême, c'est l'extrême des ultralibéraux. Et c'est eux qui portent le projet transhumaniste, par exemple. Voilà. Donc je ne les aime pas. Donc voilà, c'est vraiment des gens très très à droite, très 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 à droite. Alors déjà, mon parcours, j'en ai raconté qu'une toute petite parcelle, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, mais mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, je l'ai répété plusieurs fois, c'est marcher sur le chemin de l'anarchie. Et donc, c'est sur le lieu de travail, par exemple, c'est-à-dire dans la façon dont on se comporte avec ses collègues, de ce qu'on essaye d'apporter dans l'organisation du travail, et puis de casser cette organisation très top-down, très souvent paternaliste qu'il y a dans les entreprises, et de faire des choses beaucoup plus horizontales, on va dire, qui vont favoriser la communication entre les communautés de pratique, les communautés de savoir dans une entreprise. Donc c'est une action. L'autre action, c'est la manière dont on se comporte avec ses enfants. Quoi. J'ai 2 filles, et donc c'est essayer de se comporter de telle manière à ce que, dans l'idée qu'elle marche sur le chemin de l'autonomie, euh, donc la liberté au sens de l'autonomie comme projet collectif, encore une fois. Ça fait partie des actions principales finalement. Puis après, au niveau plus action politique, ben, c'est effectivement quand on a des acteurs politiques ici en France qui en fait portent un projet libertaire, euh, même ça peut surprendre certains, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il a fait la France Insoumise, en fait il porte un projet libertaire, même si ça s'inscrit dans le système républicain, parce qu'en France, on n'a pas le droit de monter un mouvement qui aille contre la République. On finit en prison pour ça, il y a des lois, donc du coup, bien sûr qu'il ne va pas le dire. Mais c'est fondamental, c'est très très inspiré de Murray Bookchin, ce qu'il fait en fait, hein, l'écologie sociale, le municipalisme libertaire. Quand on regarde bien le projet de la France Insoumise, le projet de l'avenir en commun, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Après, dans la stratégie politique et l'action politique, ce qui fait, par exemple, là, la création de la NUP, ça c'est vraiment, pour moi, c'est la tentative de créer le bloc historique, ce que Gramsci appelait le bloc historique, ça, on pourra en discuter plus tard. Et donc, bon, bah, quand il y a comme ça un mouvement qui porte beaucoup, beaucoup des valeurs libertaires, bah, très bien, on soutient ce mouvement, on file le coup de main, en fait. Voilà. Et donc on parle aux gens, en fait, c'est surtout ça, quoi. C'est aller parler aux gens, c'est aller débattre avec eux. Et chaque fois qu'on débat avec quelqu'un qui n'est pas de notre avis, non seulement on espère que ça va faire évoluer son propre avis, hein, pas forcément qu'il pense comme nous, on s'en fout, mais ça fait aussi évoluer notre avis. C'est-à-dire que ça met en lumière des trucs un peu incohérents dans ce qu'on raconte et ce qu'on dit, hein. Ça arrive souvent, et puis donc ça permet d'être un peu plus cohérent, d'être un peu plus, de trouver une meilleure direction à ce fameux chemin dont je parle. Bon, les actions plus de type plus physique, quoi, d'aller des actions de sabotage, des trucs comme ça c'est des trucs que je ne fais plus, quoi. Mais bon, c'est être aussi capable de faire comprendre aux gens, et que la violence c'est quelque chose à ne pas rejeter, parce que il faut bien comprendre que dans les luttes sociales qu'il y a eu, toutes les avancées sociales, ça a été obtenu par la violence, par la lutte.
parfois la lutte armée, et que en revanche, c'est obligatoirement, sinon c'est pas efficace, fait conjointement avec l'action non violente. De la même façon, ne prêcher que pour la non-violence, c'est juste protéger l'État en fait, puisque c'est l'État qui est le seul légitime à utiliser la violence. Donc voilà, donc c'est arriver à un peu sortir des dogmes et se dire oui mais ça existe, oui effectivement c'est pas cool, moi j'irais pas le faire, mais ça a son importance. Il faut pas l'ignorer, il faut pas et puis le pire c'est de l'ignorer parce que dans ce cas-là on se le reprend en retour de manière assez dingue. Puis voilà, et comme encore une fois c'est ici et maintenant, donc à chaque fois on a des opportunités, dès qu'on voit une opportunité de faire avancer un peu ce projet, ben on le fait. Donc les futurs souhaitables. Et donc vis-à-vis justement de ta pensée, de ce que tu as expliqué aujourd'hui sur l'anarchisme, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui pour ça peut être à l'échelle de ta commune, de la France, de l'humanité, comme futur souhaitable? Comme futur souhaitable, c'est toujours une question amusante parce que je l'ai dit plusieurs fois, moi, le truc qui m'importe dans mon action, c'est ici et maintenant. J'ai arrêté de faire des plans depuis bien longtemps. Mais, et une fois, une amie commune m'avait posé la question, mais qu'est-ce que tu veux, si tu es contre le capitalisme, qu'est-ce que tu veux mettre comme système à la place? J'ai répondu, je ne veux pas mettre un autre système à la place, c'est pas le souci. Je ne vais pas supprimer un système hégémonique pour mettre un autre système hégémonique en place. Donc, encore une fois, moi, le seul truc que je souhaite, c'est que petit à petit, les gens comprennent que c'est important de vivre en harmonie. Voilà, de vivre en harmonie avec la nature, avec leurs semblables, avec leurs pas semblables aussi. Donc, et dans cette idée de l'autonomie comme projet collectif. Donc, cette notion de la liberté telle que moi je la définis. C'est ça. Et donc, du coup, de quelle manière ça va se faire? Dans chaque endroit, dans chaque commune, pays, région, enfin bref, dans chaque endroit, les gens ils vont s'organiser comme ils ont envie de s'organiser. Voilà. Mais en revanche, chaque fois qu'il y a un système de domination, c'est ça le truc, c'est chaque fois qu'il y a un système de domination, ça par contre je ferai tout pour le virer. Quoi. Parce que la domination de quelque chose sur autre chose, pour moi c'est un truc qui est absolument inacceptable. Voilà, je comprends que ça existe, hein. Et du coup, c'est bien, ça motive. Ça motive, c'est un bon moteur pour nos actions et puis et pour vivre. C'est dégager tout ce qui est système de domination. Donc, je ne veux pas mettre en place un autre système hégémonique pour remplacer un système hégémonique, ça c'est clair. Bon, merci beaucoup, Cindy. Alors, comme tu sais, on pourrait discuter des heures et des heures, et malheureusement, c'est extrêmement frustrant, mais on a clôturé ici ce premier épisode extrêmement intéressant sur ton engagement. Et ta pensée à l'anarchisme. Et puis du coup, je vois déjà 2 autres sujets. On pourrait faire le premier sur les communs et Internet, parce que tu as aussi fait partie. Ça a été une grosse partie de mon engagement, ça aussi. Et tu fais partie des personnes qui ont aussi contribué à avoir Internet comme commun. Et puis, il y a aussi le projet commercial qui est intéressant. Tu as fait aussi plein d'autres engagements. Merci Mathilde, et surtout prenez pas comme argent comptant tout ce que je raconte, hein. Faites-vous votre propre opinion. Merci Mathilde. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura su éveiller votre curiosité et vous donner envie d'en découvrir davantage sur la pensée anarchiste et libertaire. Pour ma part, me revoilà partie sur les routes, en direction de la ZOD de Notre-Dame-des-Landes, où je compte passer mon mois de juillet. Je prépare d'ailleurs un épisode sur ma découverte de cet écosystème et de son fonctionnement collectif. N'hésitez pas en attendant à me contacter via Instagram, sur mon compte Slothforado, ou par mail à slothforado@gmail.com. À très bientôt sur la route de Slothforado.